Bonjour et bienvenue sur Les Dessous de l'IA, le podcast qui tente de mieux comprendre les évolutions de l'intelligence artificielle et leurs impacts sur nos sociétés. Bonne écoute. Bonjour Jean-Emmanuel et bienvenue sur Les Dessous de l'IA. Aujourd'hui, on va tenter de mieux comprendre comment les développements de l'intelligence artificielle bouleversent la médecine. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter ton parcours et ce qui t'a amené en tant que médecin à t'intéresser à l'IA? Moi, je suis donc, Jean-Emmanuel Bibaud. Je suis professeur d'oncologie radiothérapie, à l'université Paris-Cité et praticien hospitalier à l'hôpital européen Georges Pompidou, qui est un hôpital de la PHP à Paris. Et je fais de la recherche en IA, appliquée à la santé dans un laboratoire INSERM. J'ai une thèse de médecine, en cancérologie que j'ai passée en 2014. Ensuite, j'ai fait une thèse, d'informatique que j'ai soutenue en 2018 et je suis parti faire de la recherche, dans le cadre d'un postdoc, dans un laboratoire, à Stanford, en 2019-2020 et puis je suis revenu en France, depuis 2020, prendre le poste dont je viens de te parler. Ce qui m'a amené à faire de l'IA en médecine, au tout début, c'était les jeux vidéo, puisque c'est par les jeux vidéo que j'ai commencé à aimer, l'informatique. Ensuite, dans les années 90, j'avais fait des sites internet. Et puis dans les années 2000, des applications iPhone et tablettes et puis, au moment de faire ma thèse, ça semblait naturel de m'intéresser à faire une thèse, en informatique et puis depuis, ça fait bientôt 10 ans que je l'ai faite et donc j'ai jamais arrêté depuis. Avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais bien que tu puisses poser quelques définitions, qu'on utilise ou en tout cas qu'on entend assez fréquemment là dans le domaine de l'IA appliquée à la médecine. Donc c'est les systèmes experts, le deep learning, les réseaux de neurones convolutifs, la méthode de rétropropagation et le dernier, c'est diagnostic assisté par ordinateur. Tous ces termes-là, ils sont, liés à, un domaine donc qu'on appelle effectivement l'intelligence artificielle. De nos jours, on parle beaucoup d'intelligence artificielle plus dans son versant machine learning, c'est-à-dire apprentissage statistique ou apprentissage machine. Mais il faut savoir que l'IA, c'est aussi tout un autre pendant qui s'appelle l'IA symbolique, où on va demander à des experts de créer des règles manuellement et ensuite on va appliquer ces règles de façon en général séquentielle pour obtenir une réponse. Donc ça, c'est typiquement des méthodes à l'origine des systèmes experts qui existaient surtout dans les années 80-90 en médecine. Et les systèmes experts, c'est plus vraiment ce qui est utilisé de nos jours. De nos jours, on fait plus beaucoup d'IA symbolique. De nos jours, on fait plus de l'IA donc statistique. On va fournir un ensemble de données à un algorithme qui va apprendre lui-même et donc définir lui-même les règles à appliquer pour obtenir la réponse la meilleure possible. Et donc, au sein de cette IA, on va dire statistique, eh bien, on a les réseaux neuronaux qui sont une méthode de mathématiques qui, entre guillemets, mimique, mais de très loin, le fonctionnement d'un cerveau humain. Et au sein de ces réseaux neuronaux artificiels, on a les réseaux neuronaux profonds, ce qui correspond au deep learning. Ce qui veut simplement dire que, au lieu d'avoir, une couche, par lesquelles, les données rentrent et une couche par lesquelles le résultat sort, on va avoir entre ces 2 couches-là, beaucoup, beaucoup de couches entre guillemets «cachées», parfois plusieurs centaines de milliers et chacune de ces couches-là, contient, un certain nombre de neurones qui a lui-même un certain nombre de paramètres et donc pour te donner une idée, les réseaux les plus gros, actuellement, les LLM les plus gros type, GPT-4 par exemple, ont plusieurs centaines de milliards de paramètres et donc il y a une inflation du nombre de paramètres, en ce moment et donc au sein des méthodes qu'on utilise pour entraîner ces réseaux profonds, il y en a beaucoup, mais il y en a notamment une qui s'appelle la backpropagation, qui est le fait de pouvoir, rétropropager une information, d'une couche, N à une couche N-1 ou N-2 ou N-3 et cetera, donc en arrière pour, optimiser et faciliter, l'apprentissage d'un réseau neuronal. Donc la backpropagation, on en parle beaucoup, mais enfin, c'est une des méthodes, qui maintenant n'est plus si nouvelle que ça, qui est vraiment à la base du machine learning basé sur le deep learning, mais il y en a beaucoup d'autres. Peut-être juste la dernière définition, parce que ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est très utilisé en médecine, c'est la question du diagnostic assisté par ordinateur. Juste Alors quand on parle de diagnostic, en médecine, on parle de c'est très vague, hein, mais on va dire que, par exemple, en radiologie, il y a toute la question de l'interprétation d'une, imagerie, donc que ce soit une imagerie 2D avec, par exemple, une radiographie de thorax ou alors une radiographie de cheville.
ou alors de l'imagerie 3D avec des scanners ou des IRM. Et donc ces examens sont interprétés par des humains et sont de plus en plus pré-interprétés par des machines qui vont assister l'humain qui va faire le diagnostic final. Donc ce qu'on appelle de l'assistance au diagnostic, c'est ça, c'est typiquement, une IA qui va, vérifier sur une mammographie, par exemple, qu'il n'y a pas de lésion, cancéreuse suspecte, et s'il y en a une qui va, le dire au radiologue qui fera l'interprétation finale et donc qui va, entre guillemets, «guider l'œil du radiologue». Voilà, c'est un peu ça le l'IA, qui guide et qui soutient les médecins pour faire du diagnostic assisté. Avant de se projeter sur où on en est aujourd'hui et puis où on va ou en tout cas, ce que permettra l'IA, demain, est-ce que tu pourrais, revenir rapidement sur un peu l'historique, on va dire, des développements de l'IA dans le domaine médical? Je sais que j'ai lu dans le livre que tu as publié que c'était à partir des années 60, la fin des années 60 qu'on avait vu l'IA arriver dans le domaine médical. Est-ce que tu peux, voilà, préciser peut-être un peu les événements marquants pour toi, de cette période? On parle beaucoup d'IA de nos jours, mais en fait, c'est vrai que c'est une discipline, qui date à peu près de la fin de la Seconde Guerre mondiale, notamment, mais pas que, hein, à cause des travaux d'Alan Turing, qui a du coup, notamment, créé la théorie sur le test de Turing pour vérifier si une machine est capable de se faire passer ou pas pour un humain. Et c'est une histoire qui a été jalonnée de périodes, scientifiques très fastes, avec beaucoup de financement et beaucoup d'équipes qui travaillaient dessus, mais aussi des périodes beaucoup moins fastes, beaucoup plus, lentes, où, la recherche s'est quasiment mise au point mort, et des périodes qu'on a appelées, notamment l'hiver de l'IA dans les années, 70-80, qui étaient notamment, dues au fait qu'on commençait à penser qu'en réalité, on n'arriverait jamais à créer des machines capables, de mimiquer l'intelligence humaine. Et puis, il y a certaines équipes, notamment, Geoffrey Hinton, qui vient, de remporter le prix Nobel de physique, Yann Lequin, par exemple, qui travaillait au Bell Labs aux États-Unis, qui est un Français et qui maintenant est le directeur de l'IA chez, Meta. Eux, ils ont plutôt persisté dans leur domaine, de l'IA et plus particulièrement des réseaux neuronaux. Au début, pas très profond et puis de plus en plus profond. Et en fait, c'est surtout à partir de 2012 qu'il y a vraiment eu une très, très grosse, différence. Parce qu'il faut savoir que, à peu près tous les ans ou en permanence, il y a une sorte de compétition internationale sur l'équipe qui parviendra à mettre au point l'algorithme qui sera capable de faire le moins d'erreurs possible sur de la reconnaissance d'objets naturels sur des photos. Donc en fait, on fournit des photos, plusieurs centaines de milliers de photos ou plusieurs millions. On teste un algorithme pour voir s'il est capable de voir si, la photo contient un chat, un chien, une voiture, ce que vous voulez. C'est en 2012 qu'en fait, un des élèves, thésards de Geoff Hinton a vraiment, fait un gros breakthrough, comme on dit, en utilisant notamment des calculs parallèles sur, des cartes graphiques qui servent à faire les calculs, notamment dans les jeux vidéo pour les modèles 3D, qui sont capables, en tout cas plus que les CPU, de faire un grand nombre de calculs de façon parallèle. Et donc cette capacité à faire beaucoup de calculs en parallèle augmentait vraiment, on va dire, la puissance du deep learning et a fait qu'on a considérablement amélioré, d'un coup, en une seule fois, les capacités à reconnaître le contenu d'une image. Et c'est à partir de cette année-là, 2012, qu'il y a vraiment eu un boom du deep learning et que c'en est arrivé maintenant à révolutionner la médecine. Pourquoi on est en train de révolutionner la médecine? C'est parce qu'il y a la conjonction de 2 événements. Premier événement, c'est, l'existence et la disponibilité de données médicales digitalisées en très grand nombre, très riches. Et le deuxième événement, c'est l'existence, et la disponibilité de méthodes, informatiques beaucoup plus faciles à utiliser qu'avant et de machines beaucoup plus puissantes. Et la réunion de ces 2 phénomènes-là fait qu'on est en train d'assister à pas mal de changements en médecine et donc à l'arrivée déjà en routine clinique dans plein de disciplines médicales, du deep learning et du machine learning au sens large pour, faciliter les diagnostics ou pour automatiser certains traitements. Et justement, par rapport à ça, selon toi, quelles sont les questions les plus prometteuses, en tout cas les domaines d'application qui sont les plus prometteurs et à l'inverse peut-être, ce sur quoi on s'est rendu compte que ça marchait pas si bien que ça? Alors on peut déjà, distinguer ce qu'on peut faire en IA et en médecine en 2 grandes catégories. D'abord, ce que sait faire, le médecin humain et donc typiquement toutes les tâches de perception, c'est-à-dire d'analyse d'image, que ce soit, radiographie, scan, IRM ou TEP, eh bien le deep learning est aussi très, très bon pour faire ça, notamment avec,
une catégorie de réseaux neuronaux qui s'appelle les CNN, qui sont extrêmement performants pour faire donc de la reconnaissance du contenu d'une image, et donc y compris d'une image médicale. L'autre domaine d'application où c'est très prometteur et où c'est aussi presque utilisé en clinique, c'est l'anatomopathologie, c'est-à-dire la spécialité médicale qui consiste à regarder sous microscope des biopsies. Par exemple, si vous avez une suspicion de cancer, on va faire une petite biopsie de la tumeur et après on va l'analyser sous microscope pour voir si elle a des caractéristiques microscopiques qui font évoquer un cancer. Et donc ça, le deep learning le fait aussi très très bien, et donc c'est en train de fortement se développer. Donc ça, c'est vraiment un peu ce dont on a déjà parlé, c'est-à-dire des outils d'aide au diagnostic qui sont déjà très performants, qui sont déjà utilisés en routine clinique dans pas mal de domaines. Et en parallèle de ça, il convient donc de distinguer toutes les tâches que les médecins humains ne savent pas faire et ne sauront probablement jamais faire. Typiquement, toutes les tâches de prédiction, c'est-à-dire être capable de savoir 10 ans à l'avance si vous allez développer une maladie, par exemple, ou alors si vous avez un diagnostic d'une maladie, savoir 10 ans à l'avance si vous allez en décéder ou en guérir. Et donc ça, les humains ne savent pas le faire. Même les meilleurs experts ne savent pas forcément le faire. Et certains algorithmes d'IA sont capables de le faire, de mieux en mieux, si on a suffisamment de données. Et donc dans ce domaine-là, il va y avoir des applications qui, pour le coup, ne font pas partie de la routine clinique pour l'instant, mais qui vont beaucoup changer les choses d'ici, je pense, 10-15 ans. Tu disais en te présentant que tu étais oncologue, donc tu travailles sur, les cancers et je sais que pendant, tes années à Stanford, tu as travaillé justement sur, l'utilisation de l'IA et de l'imagerie satellitaire pour prédire la prévalence de cancer en fonction de l'environnement sur certaines villes, américaines. Quand on sait que le cancer, c'est une des premières causes de mortalité, notamment en France, on voit que ça peut être une approche intéressante. Est-ce que tu peux raconter un petit peu, comment vous avez fait ça? Et peut-être, les perspectives que ça ouvre demain, pour le dépistage du cancer? Alors en fait, c'est un travail qu'on avait fait qui est, un petit peu original à Stanford. On était parti du principe que, les registres épidémiologiques, notamment aux États-Unis, sont incomplets. C'est-à-dire qu'ils couvrent à peu près, 28 de la population. Donc il y a une écrasante majorité de la population pour laquelle on ne connaît pas bien l'épidémiologie du cancer. Et même si, ces registres, couvrent pas bien, et ben, ils coûtent quand même très, très cher à maintenir, à jour. Puisque aux États-Unis, quand vous voulez, les mettre à jour, ça coûte à peu près 220 millions de dollars. Donc c'est énorme. Et donc on s'était demandé, est-ce qu'il serait possible d'utiliser des sources de données qui existent déjà, qui sont, gratuites ou quasi gratuites, pour essayer de prédire la prévalence du cancer? On sait évidemment que le cancer, la plus grande, part de son origine est liée, à l'environnement, c'est-à-dire, l'endroit où vous vivez, qui conditionne notamment vos comportements. C'est-à-dire qu'en fonction de, ce que vous mangez, buvez, fumez, ça va fortement influencer votre risque de cancer. Et donc on s'est dit, eh bien, pour essayer d'avoir une idée d'un bon reflet de l'environnement, eh bien évidemment, les images satellitaires, exactement celles que vous avez sur Google Maps quand vous faites votre itinéraire, ça pourrait être un bon reflet non seulement de votre environnement, mais aussi de votre milieu socio-économique et donc indirectement de vos comportements. Et donc on a, pris, les données, d'épidémiologie du cancer pour 7 des plus grosses villes américaines, qui sont disponibles sur internet par le CDC, qui est un peu le ministère de la santé publique aux États-Unis, et ça représente à peu près, 14,5 millions d'habitants. Et pour ces 7 villes, on a donc pris les images, Google, standardisées qui correspondaient, ce qui faisait à peu près 700 000 images, avec un niveau de zoom et une définition prédéfinie. Et on a utilisé un réseau neuronal qui s'appelle ResNet-50, qui est un réseau neuronal très connu pour faire justement de, la reconnaissance d'objets naturels, pour extraire un vecteur mathématique qui représente le contenu de l'image. En gros, vous partez d'une image, vous en extrayez un vecteur qui fait 4096 valeurs, et on a d'abord vérifié que c'était un bon reflet de l'image, c'est-à-dire que si vous aviez une image, d'une zone pavillonnaire, et ben, vous aviez un certain vecteur, et si vous aviez, une image de maison, plus, à côté, d'un parc ou d'une plage, vous aviez un autre type de vecteur. Et une fois qu'on avait ces 700 000 vecteurs, on a corrélé les vecteurs à, l'épidémiologie du cancer qu'on avait récupérée, et on a montré qu'on était capable effectivement de assez bien prédire la prévalence du cancer uniquement à partir de ce vecteur mathématique, et donc uniquement à partir de l'image satellitaire. Et pour des villes par exemple comme Phoenix, vous pouvez prédire jusqu'à 65 de la variance de la prévalence du cancer uniquement en utilisant des images satellitaires. Et on s'est ensuite amusé
à générer les cartes de prévalence du cancer pour ces 7 villes, telles que c'était prédites par l'IA, et à les comparer aux cartes réelles connues de la prévalence du cancer pour montrer qu'en fait, elles étaient quasi superposables. Et donc, la méthode était quand même intéressante et efficace. Alors, ça a pas mal d'implications. Ça veut dire que si vous avez un modèle qui a été créé sur une ville donnée et que vous vous posez la question de la prévalence du cancer sur une autre ville qui aurait, on va dire, une architecture ou des caractéristiques de paysage ou géographiques similaires, et ben, vous êtes capable de prédire la prévalence du cancer dans cette autre ville-là et donc potentiellement de mieux cibler les endroits où vous allez devoir le dépister, mieux cibler les endroits où vous allez devoir faire des campagnes de prévention pour arrêter de fumer ou pour limiter la consommation d'aliments procédés ou autres. Transformés, on dit en français, et cetera, et cetera. Et donc, ça peut être intéressant, d'utiliser ce genre de méthode-là puisqu'elle coûte très, très peu cher comparé, à un recensement, classique. Et est-ce que c'est quelque chose qu'on peut, imaginer faire, en France? Alors je sais que tu disais que, comme c'était pas les mêmes données, les mêmes typologies de villes, il faudrait réentraîner le modèle ou en tout cas, faire d'une façon différente. Mais en tout cas, est-ce que c'est quelque chose qui serait, faisable et intéressant en France, qui a peut-être déjà été fait? En France, on pourrait le faire en utilisant les données du SNDS, c'est-à-dire le système national des données de santé et en ayant du coup une géolocalisation puisqu'on a la donnée, de localisation dans le SNDS et en faisant exactement pareil, hein, en récupérant les images, satellitaires et puis, en faisant cette corrélation-là, je pense qu'on pourrait même alors ça prendra du temps, hein, pour obtenir les données du CNDS, c'est 6 mois, 1 an à peu près, donc faudrait le faire, à l'avance. Mais on pourrait potentiellement même le faire non plus à l'échelle de cette ville, mais on pourrait le faire peut-être à l'échelle du pays entier. C'est pas impossible. Une dernière question sur ce sujet-là, mais si, c'est quand même assez précis parce que tu dis, 65 en termes de prévalence. Pourquoi c'est pas plus utilisé ou parce que ça a l'air d'être une méthode relativement «douce» entre guillemets, en tout cas on va utiliser des données cartographiques. Il y a un intérêt, Ça, je peux pas trop te répondre. Peut-être que les épidémiologistes, croient pas en la méthode ou alors sont pas au courant qu'elle existe. Après, c'est pas une méthode qui est extrêmement originale, hein, puisqu'il y a déjà eu des travaux, faits par, des équipes américaines pour prédire par exemple la pauvreté en Afrique, de la même façon, ou alors pour prédire l'obésité aux États-Unis de la même façon. Donc je pense que la méthode est relativement simple. Elle est imparfaite parce qu'elle te fait pas 100 de la prévalence, hein, et puis je vais pas prétendre le contraire, mais je pense quand même qu'elle a un certain intérêt, ouais. Tu parlais des États-Unis où tu as vécu. Tu as créé, récemment une entreprise d'IA médicale aux États-Unis, donc Jade, qui en fait utilise un outil de type LLM pour améliorer la prise en charge des patients. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu en quoi ça consiste et quelles sont, plus largement les possibilités que tu vois d'utiliser l'IA générative, dans le domaine de la médecine? En fait, c'est un projet de recherche qu'on a fait avec, David, qui est mon cofondateur, qui est américain qui est à Stanford. À la base, c'était simplement un projet de recherche et puis c'est devenu par la suite, une start-up. L'idée initiale, c'était que les consultations en cours de traitement, quand les patients sont, en cours de traitement pour un cancer, que ce soit chimio ou radiothérapie, les patients voient leur médecin toutes les semaines ou toutes les 3 semaines en fonction du rythme des traitements et ces consultations sont pas toujours très bien faites. Dans la littérature, dans les études, on sait qu'il y a à peu près 20 des symptômes des patients qui sont sous-évalués. Et c'est pas du tout trivial parce que les patients pour lesquels les symptômes sont sous-évalués ont une survie globale impactée de 30. C'est-à-dire qu'ils survivent moins bien que les patients qui sont bien évalués. Et donc on s'est dit que pour essayer d'améliorer ça, eh ben, on allait permettre au patient de déclarer lui-même ses effets secondaires en utilisant une échelle qui est une échelle standard internationale qui est faite pour être utilisée par des patients. Et ensuite, on allait prendre un LLM pour, entre guillemets, résumer et analyser les réponses faites par le patient pour faire un rapport médical automatique pour le médecin, pour le coup. Et donc, ça, on avait publié l'année dernière dans un des plus grands journaux de cancérologie européen. Et puis, ensuite, David a fait une démo du prototype dans l'Institut contre le cancer du Brésil, à Rio de Janeiro, parce qu'il était là-bas pour un échange académique et les médecins ont trouvé ça super intéressant et donc ils ont voulu l'utiliser dans le cadre d'une recherche clinique et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit que
L'idée répondait vraiment à un vrai besoin médical et qu'on a développé cette idée-là et que donc maintenant on est plusieurs dans la start-up entre Paris et Stanford et on fait effectivement ce recueil des données en cours de traitement, mais on va plus loin puisqu'on va, aussi faire, le recueil de données automatisé pendant la consultation avec le médecin, avec une IA ambiante et surtout de l'aide à la décision. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura toutes les données du patient et de la consultation, on va faire de l'aide à la décision en, suggérant les examens potentiels à faire et les traitements à réaliser pour les patients et on va aussi, à terme, faire de la prédiction à l'avance, c'est-à-dire plusieurs années à l'avance des chances de guérison ou des risques de décès pour les patients pour justement personnaliser les soins. C'est-à-dire que si tu sais qu'un patient, est très à risque de décéder de son cancer, bah, tu vas faire des traitements adaptés. Par contre, à l'inverse, si tu sais qu'un patient n'est pas très à risque de décéder de son cancer, tu peux faire, des traitements un peu moins lourds, plus personnalisés pour qu'il ait moins de séquelles. Donc tout l'enjeu, c'est de trouver le juste milieu entre les 2 et si tu veux trouver ce juste milieu-là, il faut que tu aies une prédiction, adéquate et donc c'est aussi ce qu'on va faire, avec Jade. Un enjeu, en tout cas, de ce que j'ai compris, la majeur dans le domaine de la médecine et de l'acceptation de l'IA, c'est la question d'être capable d'expliquer, en fait, et de comprendre comment le diagnostic a été posé, la prédiction. Parce que, bah, un médecin, il est capable d'expliquer pourquoi il pense que telle chose va se produire. Un des problèmes avec l'IA, ou en tout cas une des questions, c'est d'être capable d'expliquer avec ses réseaux de neurones, bah, comment la décision avait été prise. C'est un des sujets, en tout cas, aujourd'hui, sur expliquer, interpréter ces algorithmes et réduire les biais, notamment liés aux données. Comment, dans le domaine de la médecine, on adresse cette problématique pour faire en sorte que, bah, l'IA et cette technologie, elle soit acceptée, peut-être que ce soit par les médecins et par les patients demain? Ah donc clairement en médecine, l'acceptabilité des algos par les patients et par les médecins, elle va passer par, ce qu'on appelle l'interprétabilité. C'est-à-dire la capacité à comprendre la décision ou le diagnostic fait par une IA. Et en fait, déjà aujourd'hui, il y a beaucoup de méthodes qui permettent justement d'avoir cette interprétabilité, quelle que soit la méthode de machine learning que vous utilisez. Typiquement, quand on fait de la prédiction à partir de données, tabulaires, donc ça veut dire à partir de données, pour schématiser, hein, textuelles, ou dans des tableaux, la meilleure méthode, c'est pas le deep learning, c'est plutôt des decision tree, gradient boostés qu'on appelle des XGBoost, une méthode qui s'appelle XGBoost et pour cette méthode-là, on a déjà des capacités d'interprétabilité, notamment parce qu'il s'appelle les valeurs de Shapley, qui sont des valeurs qui vont vous permettre de savoir à l'échelle d'un patient les raisons pour lesquelles une IA a fait telle ou telle prédiction. Donc on y est déjà complètement. Nous, on l'avait fait à Stanford et on est capable de savoir, si vous êtes à risque de décéder de votre cancer de prostate 10 ans à l'avance ou d'une autre cause et surtout, on est capable de savoir les raisons pour lesquelles vous êtes à risque de décéder ou pas. Donc l'interprétabilité pour la méthodologie, par exemple, de XGBoost, elle est déjà très bien, disponible et elle est déjà utilisable. Pour des méthodes de deep learning, par exemple d'analyse d'images, il y a des méthodes qui sont un peu moins, enfin, utilisables ou un peu moins, on va dire, parfaites. C'est notamment, si vous faites de l'analyse d'images, tout ce qui est génération de cartes de chaleur ou heatmap. Donc en gros, le réseau va vous dire qu'il y a, par exemple, un nodule dans le sein et en plus de ça, il va vous générer une image, de l'endroit dans le sein où il y a le nodule, où il pense qu'il y a un nodule. Donc c'est ce qu'on appelle une carte de chaleur. Il va vous montrer avec du rouge l'endroit qui porte l'anomalie. Donc c'est encore un peu imparfait, mais ça peut typiquement, bah, guider l'œil du radiologue pour voir l'endroit où on pensait quelque chose. Et puis, il y a le troisième versant, c'est sur tout ce qui est IA générative et LLM. Ça, c'est un peu plus compliqué, de vraiment comprendre pourquoi un LLM, bah, vous a construit, X ou Y réponse à une question. Et ça me permet aussi de dire que les LLM sont pas forcément les méthodes les plus, pertinentes pour faire typiquement de l'aide à la décision. Les LLM, c'est très, très bien pour faire, pour résumer de la donnée, éventuellement pour, la simplifier, pour la traduire, pour faire plein de choses comme ça, pour la transformer, mais pas forcément pour générer de la recommandation. Donc je suis pas sûr que les LLMs aient une application, médicale, «omnipotente» entre guillemets ou ubiquitaire. Et
Justement, tu disais là que dans la startup que vous avez montée, vous, pour l'instant, de ce que j'ai compris, c'est plutôt de l'IA générative, enfin des types LLM que vous utilisez. Comment vous, justement, vous envisagez de surmonter un peu ces limitations ou de faire face aux problématiques d'explicabilité des données qui pourraient ressortir, des recommandations? Pour la partie effectivement, génération automatisée de rapports médical et récolte des données, on utilise des LLM. Pour la partie prédiction, on utilise plutôt du XGBoost. Il y a plusieurs méthodes en fait pour être certain. Pour diminuer, on va dire, le risque d'hallucination, par exemple, des LLM. Première méthode très simple, c'est si vous utilisez un LLM, préexistant, c'est de faire du prompt engineering, c'est-à-dire, façonner votre prompt pour, diminuer le risque d'hallucination. Donc ça, nous, on l'a testé, ça marche plutôt bien. On a estimé, enfin, on a fait une estimation et on a, à peu près 93 de non-hallucination. Enfin, c'est-à-dire dans les rapports qu'on génère, il y a 7 d'hallucination, donc c'est encore trop, je pense, mais on va travailler à les réduire. Et la deuxième méthode pour faire réduire l'hallucination, c'est d'utiliser des modèles, que vous allez fine tuner vous-même. Par exemple, partir de Llama 3 ou d'un modèle de Mistral ou bien autre et le fine tuner très précisément et uniquement à la tâche que vous avez, en tête. Donc par exemple, faire de la récolte de symptômes et les résumer et les analyser, médicalement. Et donc pour ça aussi, ça va réduire, je pense, le risque d'hallucination, mais pour l'instant, c'est, plus un work in progress que l'autre partie. Enfin, je me pose la question en t'écoutant, c'est, est-ce que c'est possible d'arriver à un 100 de non-hallucination? Et sinon, même si on était à 98 ou 99, est-ce que c'est acceptable? Les médecins, parfois, ils se trompent aussi, hein, mais, de se dire: «Bah, on lance une techno, on utilise une techno qui est pas, «fiable» entre guillemets à 100. Alors je suis pas sûr qu'on arrive, à 100 de fiabilité, très honnêtement. Je suis même plutôt sûr que non, on verra. Et puis effectivement, je pense que ça reste acceptable parce qu'il faut bien réaliser que évidemment que toutes les techniques qu'utilisent les médecins ne sont pas fiables à 100. Le scanner, l'IRM, il y a beaucoup de biais potentiels d'interprétation de l'image ou même, d'acquisition. Donc il faut pas penser que, il y a que le taux, on va dire, de bons diagnostics, sans IA est à 100 hein. Ça n'a aucun sens, il est pas du tout à 100. Et donc je pense qu'il va y avoir un travail à faire sur, l'acceptabilité de l'erreur, potentielle parce que pour l'instant, clairement, on n'accepte pas l'erreur faite par une IA. On n'accepte pas non plus l'erreur faite par un médecin humain, mais le médecin humain, je pense, va faire beaucoup plus d'erreurs que, l'IA. Donc il faudra peut-être accepter les petites erreurs que fait l'IA pour qu'on puisse en faire moins que ce que font les humains eux-mêmes, quoi. Parler d'acceptabilité, dans la startup que vous avez créée, elle est entre, la France et les États-Unis. Quelles sont les différences que toi tu vois en termes d'adoption de ces IA médicales entre, la France et les États-Unis? Et est-ce que c'est explicable par des différences culturelles ou par autre chose? Entre la France, par exemple, et les États-Unis. Je pense qu'il y a pas de différence culturelle sur, l'acceptabilité ou l'adoption. Les médecins français ont autant envie de se servir de l'IA que les Américains, je pense. Par contre, il y a une très grosse différence liée, on va dire, au cadre, que ce soit réglementaire ou économique, entre la France et les États-Unis, qui font que c'est beaucoup plus facile d'être utilisé aux États-Unis. Aux États-Unis, évidemment, il y a pas de marquage CE. Il y a éventuellement un marquage par la FDA, mais qui est beaucoup plus rapide à obtenir qu'en France. Et puis surtout, c'est chaque hôpital qui décide de s'équiper ou pas, parce qu'ils y voient, un retour sur investissement potentiel. Alors qu'en France, comme le financement de la santé, et c'est une bonne chose, hein, est mutualisé et est une affaire, qui est plutôt gérée par l'État, eh bien, tout acte médical doit correspondre, à un acte et à un remboursement par la sécurité sociale. Et donc évidemment, bah, il y a pas d'acte, ni de remboursement pour, des actes, d'IA médicale. Il y a des remboursements pour des actes de télémédecine ou de télésurveillance qui commencent à arriver en France et la France d'ailleurs est plutôt, une des premières sur cette thématique-là, mais rien par rapport à l'IA. Et donc tant qu'il y a rien par rapport à l'IA, bah, il y a pas beaucoup d'intérêt pour les hôpitaux ou pour les praticiens à s'équiper, en tout cas financier. Et donc potentiellement beaucoup moins de clients et beaucoup plus difficile à avoir. Donc ouais, c'est un peu un problème. Ça fait que l'adoption est sans doute bien moins bonne en France qu'aux États-Unis.
Et là, tu parlais de l'adoption par le corps médical ou par les professionnels de santé. Est-ce que, du côté des patients ou des citoyens, tu vois une différence? Et en tout cas dans la vie de tous les jours, les citoyens sont de plus en plus habitués à utiliser des technologies. On parle de ChatGPT, mais l'IA, qu'on a, dans Google Maps, dans Waze ou tout ça, on est habitué et donc les organismes publics, les organismes privés doivent aussi d'une certaine manière s'adapter puisque les gens sont habitués à avoir ces technologies. Est-ce que on peut imaginer le même scénario dans le domaine de la santé, où l'adoption viendrait plus, par le biais des citoyens que des hôpitaux? Ouais, moi je pense que qu'on va voir, presque tout ce dont on a parlé jusque-là, c'est plutôt de l'IA comme un outil pour les professionnels de santé. Je pense qu'il va y avoir de l'IA qui va être de plus en plus utilisée par les patients en direct et donc que la révolution peut-être que finalement elle va se faire aussi un peu par le haut, par les «médecins» entre guillemets, mais aussi par, on va dire «bottom up» comme disent les Américains, c'est-à-dire par les patients vers le système de santé, en remontant comme ça. Et que du coup, bah, effectivement, les choses vont devoir s'adapter dans ce sens-là. Ceci dit, la situation aux États-Unis est pas non plus, parfaite, hein. Il y a 2 exemples que j'ai en tête. Premier exemple, c'est une enquête qui date de la semaine dernière sur on va dire la propension des médecins américains à se servir d'IA. En fait, on se rend compte qu'il y a une majorité de médecins qui n'ont pas très envie de s'en servir aux États-Unis, 60 à peu près. 40 ont moins envie, 60 ont pas très envie. Et la deuxième chose, c'est, quelque chose qui a eu lieu d'ailleurs en Californie, dans la Bay Area, c'est-à-dire au sud de San Francisco. C'est une des premières manifestations d'infirmières contre l'IA et donc ça n'a pas eu lieu en France, ça a eu lieu aux États-Unis. Donc voilà, le cliché où on pense que les États-Unis sont très en avance et très innovants, il est vrai, mais il y a aussi, une certaine forme de réticence qui freine aussi aux États-Unis, qu'on n'a pas encore forcément en France parce qu'on se sert moins de l'IA, par exemple génératif pour, faire des comptes rendus ou autre, mais le fait est qu'il y a une forme de réticence aux États-Unis qu'on n'a pas en France pour l'instant. Sur ce sujet-là, j'avais envie de te poser une question sur ta pratique professionnelle à toi, parce que enfin, c'est quelque chose qu'on avait vu arriver avec les outils, des moteurs de recherche type Google ou autre, où on allait chez son médecin et puis on se renseignait avant d'y aller. Aujourd'hui, je peux aller voir, je sais pas, j'ai un cancer par exemple, bah, je vais sur ChatGPT que j'utilise pour comprendre ce que me dit le médecin, les traitements possibles, où j'en suis. Et donc on est, j'imagine, face à des patients qui sont beaucoup, beaucoup plus informés, ça doit, quand même challenger un peu le médecin. Comment ça bouscule ou pas d'ailleurs la pratique professionnelle? Par exemple pour toi en tant qu'oncologue, quand tu accompagnes des patients, atteints de cancer? Alors, très honnêtement, pour l'instant, il y a pas d'impact, en vrai, hein. Parce que les patients que moi, en tout cas, je vois beaucoup de patients, mais je vois des patients, plutôt âgés, hein, des patients qui ont des cancers, en tout cas sur les localisations dont moi je m'occupe, sont plutôt âgés et donc n'ont pas tendance à aller, sur, ChatGPT pour poser des questions. Mais je suis absolument convaincu qu'avec les générations futures, quelque chose qui va changer, mais plutôt pour le mieux. Un exemple, c'est vrai qu'avant, on pouvait aller sur, Google et mettre ses symptômes et avoir, une suggestion de diagnostic qui était pas toujours pertinent. Je pense qu'à l'avenir, les gens vont avoir la même démarche, mais avec, ChatGPT ou, son successeur dans les décennies à venir et on a déjà des études qui montrent que, ChatGPT est meilleur que, les médecins pour poser un diagnostic à partir de symptômes. Il y a une équipe d'Harvard qui a comparé les performances de médecins, donc humains, à celles de ChatGPT sur, une trentaine de maladies, à partir uniquement des symptômes décrits, des descriptions de symptômes et qui a montré que ChatGPT faisait mieux, 85 de bonnes réponses versus 67 pour les médecins humains. Donc il y a sans doute, des applications sur, l'information du patient, sur la diminution de l'errance diagnostique, notamment pour les maladies rares, qu'on va voir dans les années qui viennent et je pense que c'est plutôt intéressant à avoir. Tu parlais tout à l'heure de la capacité ou de la possibilité demain, grâce à l'IA de faire de la prédiction. Aujourd'hui, on peut déjà, prédire, qu'on va avoir telle ou telle, maladie, anticiper des traitements. Je sais qu'on a pas mal parlé, du gène BRCA, récemment, où on peut savoir si on a, X de chances d'avoir un cancer du sein ou un cancer, des ovaires, par exemple, pour les femmes. Et donc d'envisager, soit, des suivis plus resserrés, voire, des interventions prophylactiques. Le pendant de ça, c'est que, bah, une fois qu'on sait, on sait, et donc on vit avec cette épée de Damoclès un peu au-dessus de la tête, et donc
face à ça, il y a des gens qui refusent aussi, de savoir. Comment le médecin, il peut se positionner là-dessus où on se dit: «Bah, demain, je vais avoir la capacité grâce à des outils de faire en sorte que les gens, savent, s'ils ont telle ou telle chance d'avoir telle ou telle maladie» et en même temps, il y a un retentissement, psychologique. Enfin, comment on gère ça? Et jusqu'où on doit aller pour, bah, pas aller trop loin, on va dire? Bah, c'est sûr que objectivement, il y a un questionnement éthique à avoir sur l'intérêt de connaître, on va dire, enfin d'avoir une prédiction sur son état de santé, 10 ans ou 15 ans à l'avance. Plusieurs problèmes. Premier problème qui est évident, c'est qu'est-ce qui se passe si la prédiction qui a été faite est fausse? Tout simplement. Il y a un film que j'aime beaucoup, que je cite souvent, qui est Minority Report, où il y a, on va dire, un département capable d'arrêter les gens avant qu'ils ne commettent un crime, parce qu'ils avaient prédit qu'ils allaient commettre un crime. Mais, il y a un problème et il y a des erreurs qui sont faites et donc des gens sont arrêtés, à mauvais escient. Donc qu'est-ce qui se passe si, en médecine, on a le même problème? C'est-à-dire qu'on vous prédit que vous avez, un risque, d'avoir une maladie et en fait, bah, vous n'aviez jamais eu ce risque. Comment est-ce qu'on va faire pour gérer ce problème-là? Ça, c'est la première question, j'ai pas la réponse. Deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on fait si on arrive, cette fois-ci, à correctement prédire le risque, mais qu'on n'a aucune manière de le réduire? C'est-à-dire qu'il y a aucune façon de prévenir la maladie. Est-ce que ça a un sens de connaître ce risque-là, si on sait que c'est purement anxiogène et que ça n'a aucun impact potentiel sur votre santé? Le La réponse est absolument pas évidente. Potentiellement, il vaudrait mieux ne peut-être pas connaître le risque si vous vivez votre vie entière avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, en permanence sans que vous puissiez rien y faire. Donc il y a pas mal de choses à considérer, et puis il y a aussi le problème dont je parlais au début, c'est que pour utiliser ces IA-là, prédictives, encore faut-il être à peu près sûr qu'effectivement elles font une bonne prédiction. Et pour montrer que ces IA-là font une bonne prédiction, bah, c'est extrêmement complexe. On pourrait imaginer, par exemple, prendre, des patients, un groupe de patients qui bénéficient, entre guillemets, «d'une prédiction par une IA» et un groupe de patients, qui, n'a pas de prédiction par une IA et puis comparer, 10 ans ou 15 ans plus tard leur survie. Mais évidemment, quand je dis ça, on se rend bien compte de l'absurdité du truc, c'est que, on va pas attendre 10 ou 15 ans de savoir si une IA marche ou pas, parce qu'entre temps, il y en aura eu déjà, 150 000, de meilleurs, de mieux entraînés sur de meilleures données, donc on pourra rien en faire. Et donc on a à l'heure actuelle pas vraiment de façon évidente de les valider et donc de façon évidente d'être sûr qu'elles ne font pas n'importe quoi. Potentiellement, les pistes pour valider ça, c'est, on va dire la constitution de cohortes virtuelles de patients ou alors la création d'essais cliniques virtuels, par exemple sur des données de jumeaux numériques qui sont très à la mode. Et on pourrait imaginer, si tant est qu'on ait réussi à montrer que ces jumeaux numériques sont fiables, de faire des études qui prendraient 10 ans, en les faisant en quelques mois, en fait. C'est-à-dire en simulant de façon très accélérée le devenir de patients. Mais ça présuppose que les méthodologies sur, le jumeau numérique soient bien au point et soient elles-mêmes démontrées comme étant fiables, ce qui est, pas le cas du tout pour l'instant. Tu as pas mal parlé de, bah, cette question de l'erreur et enfin, je pense que c'est un sujet, qui est connu depuis longtemps en médecine puisque l'erreur médicale, enfin, voilà, c'est quelque chose avec laquelle vous travaillez au quotidien et qui est assez, maîtrisé dans le sens où, bah, si un médecin fait une erreur, il y a des assurances qui, en tout cas en France, qui se mettent en place. Il y a une responsabilité qui est assez facile à établir. Je sais que la question s'était pas mal posée par exemple, pour les voitures autonomes où, bah, si demain il y a un accident, qui est-ce qui est responsable? Est-ce que c'est, l'assureur? Est-ce que c'est le constructeur? Est-ce que c'est l'ingénieur qui a construit l'algorithme? Est-ce qu'il y a des réflexions, de ce type-là dans le domaine de la santé où, bah, demain, moi, en tant qu'oncologue, je suis assisté par une IA qui va faire une prédiction, je la valide et qui est responsable s'il y a une mauvaise prédiction, il y a une perte de chance de pouvoir, avoir un traitement ou à l'inverse, on m'a prédit une maladie que j'aurai jamais et que 20 ans plus tard, j'attaque le médecin, enfin, comment ça se passe? Pour répondre à la question, il faut en revenir à la classification initiale. D'abord sur les outils qui font ce que savent faire les médecins, donc de l'analyse d'image, bah, là, la responsabilité reviendra, tant que le médecin validera, aura le dernier mot, on va dire, la responsabilité va revenir au médecin. Là où c'est plus dur, c'est sur ce que tu dis, c'est, les IA prédictifs qui font ce que les humains, de toute façon, ne sauront pas faire. Là,
Alors, premier élément de réponse, ces IA-là ne sont pas utilisées en routine clinique actuellement. Voilà, c'est pour l'instant de la recherche clinique. Lorsqu'elles le seront ou si elles sont un jour utilisées, pour l'instant, on ne sait pas trop qui sera responsable. Potentiellement, ce qu'on peut anticiper, c'est que ce sera une responsabilité partagée entre, le fabricant de l'IA, et le médecin. Comme aujourd'hui, quand on se sert d'une machine, pour faire, un traitement, s'il y a un défaut de la machine, bah, la responsabilité va être partagée aussi potentiellement. Mais, à ma connaissance, il n'y a pas, de texte de loi, parfaitement clair là-dessus. Même si maintenant on a les AI Act, c'est pas encore très clair dans le domaine de la santé. Une question, un peu plus large ou moins directement en lien avec l'IA, mais je sais que, on entend pas mal parler de l'IA et du numérique, plus largement comme, une sorte de panacée ou en tout cas de solution qui va nous permettre d'améliorer, de rendre plus efficace le système de santé, notamment en France. Pour autant, on sait que les problématiques que connaissent le système de santé, elles sont aussi liées à des questions structurelles de manque de médecins, de problématiques de lien entre la médecine de ville, la médecine hospitalière, de salaire peut-être pas suffisant, de charges de l'administratif trop importantes. Voilà, on va pas faire la liste, mais en tout cas, c'est pas des choses qui sont techniques, mais plutôt structurelles. Et à côté de ça, on entend une musique où il y a beaucoup d'investissements, sur, toutes ces nouvelles technologies, sur le numérique, sur l'IA. Comment on fait en sorte que, bah, cet investissement en temps, en argent, en compétences qu'on va mettre dans l'IA, phagocyte pas ou enlève pas, les moyens qu'on a à mettre en œuvre pour remettre sur pied le système dans sa globalité? Il y a plusieurs éléments de réponse à ça. Clairement, ceux qui pensent qu'on va, avoir besoin de moins de personnel médical ou paramédical grâce à l'IA, et que donc on va pouvoir en former moins ou en recruter moins, font je pense une grosse erreur. Je pense que l'IA, c'est l'occasion, de déporter une partie des tâches purement techniques sur autre chose, mais de renforcer un petit peu justement, bah, les tâches qui ne sont pas techniques, donc les tâches plus humaines. Et que, étant donné l'état actuel, on va dire, de la des forces, médicales et paramédicales, en tout cas en France et d'ailleurs dans le monde entier, hein, il y a un très fort déficit. Et ben, il faut profiter, non pas pour chercher à faire, pareil, mais il faut chercher à faire mieux. C'est-à-dire utiliser de l'IA pour faire la technique et former et recruter autant de médecins ou d'infirmières ou d'aides-soignants ou de secrétaires, pour faire donc mieux que ce qu'on fait actuellement, dans des meilleures conditions. Parce qu'en plus, il y a, et ça c'est très connu, une très forte souffrance actuellement, on va dire des professionnels de santé au global, hein, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il y a beaucoup moins d'infirmières, beaucoup moins de médecins et cetera, parce que beaucoup de personnes changent de carrière. Et donc il y a vraiment une occasion à saisir pour améliorer, à la fois les résultats pour les patients, que ce soit sur le plan médical ou humain, et à la fois les conditions de travail pour le corps, des professionnels de santé, on va dire. Donc ça veut dire qu'il faut investir dans les 2, quoi, en gros. Il faut investir sur du classique, sur la formation, et il faut investir sur les techniques d'IA. Te poser une dernière question pour entrer un peu dans le concret. Si tu avais 3 mesures à proposer, de manière prioritaire à un ministre de la santé, par exemple, ou une ministre qui te solliciterait à mettre en place pour, avoir un système de soins qui soit en ligne avec les enjeux de santé publique actuels. Première mesure, simplifier et faciliter l'accès aux données de santé. C'est tous ceux qui travaillent dans ce domaine-là, que ce soit dans des laboratoires de recherche ou des ingénieurs, réalisent à quel point c'est devenu extrêmement complexe d'accéder aux données de santé, notamment depuis le RGPD, et c'est, un frein majeur à l'innovation. Ça, j'en suis absolument convaincu. Donc ça, c'est le premier point à faire. Je sais d'ailleurs qu'ils s'y intéressent déjà. C'est compliqué puisqu'on est dans le cadre législatif européen, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut, mais il y a vraiment une thématique majeure là-dessus. Deuxième chose, je pense qu'il y a une réflexion à faire sur comment est-ce qu'on fait pour, valoriser les techniques d'IA médicale. J'ai pas la réponse précise, mais, il faut sans doute créer des il y a déjà des choses qui existent, hein, pour, tester des solutions tout en commençant à avoir de l'argent de la sécurité sociale et cetera. Je pense que c'est pour l'instant encore trop compliqué et pas assez facile, et généralisé. Donc il faut qu'il y ait quelque chose qui existe,
qui puisse faire en sorte que les startups, les bonnes, hein, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas d'ouvrir les vannes pour que tout le monde se mette à faire n'importe quoi et à utiliser des algorithmes qui ne marchent pas sur des arguments purement, marketing. Il faut qu'il y ait évidemment une validation scientifique rigoureuse, ça c'est une évidence. Mais une fois que cette validation scientifique rigoureuse est faite, il faut que ça puisse correspondre à une valorisation financière pour l'entreprise qui, a fait le produit. Sinon, vous allez voir ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est-à-dire, un nombre de startups, qui meurent parce qu'une fois qu'elles ont touché l'argent, de de leurs investisseurs ou de la BPI, hein, et qu'elles l'ont cramé, elles gagnent pas d'argent et elles s'arrêtent. Donc c'est vraiment un point majeur. Et puis le troisième point, plus sur le système lui-même, je pense que, quand même, c'est, ouvrir les vannes, de la formation médicale, ouvrir les vannes et revaloriser, les carrières, paramédicales, infirmières, aides-soignantes, clairement qui sont, sous-payées actuellement, en tout cas en public. Et puis, si j'ai le droit à une quatrième mesure, former les professionnels de santé à l'IA, parce que là, actuellement, il n'y a pas de formation obligatoire pour les étudiants en médecine, par exemple, alors que ceux qui commencent maintenant et qui vont sortir dans 10 ans, dans un monde où il y aura de l'IA absolument partout, s'ils n'ont pas l'esprit critique ou les outils scientifiques pour, comprendre comment ça fonctionne, ils vont être complètement perdus et je pense que potentiellement, ils peuvent aussi représenter, un danger pour les patients et une perte de chance. Donc il faut absolument, dès maintenant, les former à comment ça marche et les former à garder un esprit critique sur les résultats une IA X ou Y peut leur fournir. Et on arrive à la fin de l'épisode, donc merci à toi Jean-Emmanuel d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, puis j'espère à bientôt. À bientôt, ouais, avec plaisir Clément. Salut. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner au podcast pour écouter les prochains épisodes. À bientôt.